Bacon and Eggheads. Bonjour à cet événement en ligne avec les têtes à Papineau. Je suis votre animateur aujourd'hui, Arnett Shepherd. Également, pour poser des questions à notre conférencier, excusez-moi, pour poser des questions en français à notre conférencier, ouvrez le panneau de Q&A dans Zoom. To submit questions at any time for our guests, please use the Q&A panel. In a few minutes, we'll take you up. Dans quelques instants, nous allons parler au docteur Neff. Alors, rendons d'abord hommage aux peuples autochtones avec lesquels nous vivons sur cette grande terre. Nous les remercions de leur contribution à la création du pays que nous appelons le Canada. Nous nous engageons à améliorer les relations entre leur nation et les nôtres, à respecter leurs droits et leur culture et à faire preuve d'équité et de justice dans toutes nos relations. Alors que nous sommes confrontés ensemble à des défis environnementaux de taille, nous n'avons pas de meilleur guide que les valeurs traditionnelles. Alors, le discours d'aujourd'hui porte essentiellement sur le rétablissement du respect de la Terre et il est emblématique qu'une grande partie du travail des 50 000 membres des 21 sociétés de sciences et d'ingénierie du groupe et de partenariat. Leur recherche vise à mieux comprendre le monde naturel et l'impact de nos technologies. Il s'agit de recherches importantes qui demandent de la collaboration et qui est soutenue par de nouveaux investissements publics et privés importants et qui incluent les savoirs autochtones. Alors, le groupe de partenariat est un organisme à but non lucratif enregistré et sa rencontre ne pourrait exister sans le soutien des nombreux commanditaires énumérés sur nos diapositives envers qui nous sommes très reconnaissants. Ça fait plus de 2 décennies que ces discussions sont à l'honneur. J'invite maintenant Mme Antonia Sen, vice-présidente des relations extérieures chez Canary. Canary étant un de nos précieux soutiens. Monsieur, excusez-moi. Alors, bonjour à tous. Je suis chef des technologies chez Canary. Nous ne sommes pas commandités par le gouvernement du Canada. Nous sommes pour toutes sortes de connexions. Nous permettons aux étudiants, aux chercheurs d'entrer en communication et avec nos 13 partenaires dans notre réseau, nous connectons aussi les Canadiens au reste du monde. Nos initiatives en cybersécurité permettent la communication entre les universités en toute sécurité et par le biais du cloud et nous encourageons donc les nouvelles entreprises, les startups. Alors, nous sommes très fiers d'être commanditaires de cette série de présentations parce que les Canadiens et les chercheurs, les politiciens et les preneurs de décision peuvent être en lien. Il y a peu de moments dans l'histoire où les sciences et le génie sont aussi visibles dans notre quotidien. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle actuellement de la génétique des virus et des vaccins. Nous savons aussi que les sciences et le génie ouvrent des voies critiques à d'autres aires d'amélioration de l'humanité. Pensons entre autres au changement de l'environnement, aux nouvelles énergies, aux énergies renouvelables. Donc, aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir de vous présenter notre invitée aujourd'hui, Mme Neff, qui est professeure d'écologie de la réhabilitation et de la restauration à l'Université d'Alberta. Parmi ses nombreuses activités, elle dirige Energy Systems Signature Area, Future Energy Systems Research Program et le Land Reclamation Graduate School. Elle a grandi, comme moi, en Saskatchewan et c'est ici que ses intérêts personnels et professionnels sont nés. Madame Neff est reconnue à l'échelle mondiale. Ses nombreuses publications ont conduit à des changements de politique tant pour l'environnement que pour l'industrie. Elle a reçu de nombreux prix
pour son travail académique, son enseignement, ses services communautaires exceptionnels. Elle a reçu des prix nombreux et également, elle a mis sur pied la LRIGS, la première école au monde pour la formation multidisciplinaire et le perfectionnement professionnel des étudiants en réhabilitation. Et cela regroupe aussi l'industrie et de nombreux intervenants. Donc, accueillons-la chaleureusement et nous sommes toutes oreilles. Merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous entretenir d'un de mes sujets favoris. Je vous remercie donc tous pour l'invitation et je remercie aussi tous ces gens qui ont permis cet événement aujourd'hui, donc Nathalie et Emma, pour ce qui est de la coordination. Et je vous remercie, vous, chers membres du public, d'être là aujourd'hui. Et je reconnais aussi tous les étudiants, les chercheurs, le personnel administratif avec lesquels je travaille, qui sont aussi partie prenante dans mon travail. Donc, afin de commencer, retournons un peu dans l'histoire. Imaginez-vous, dans la préhistoire, aujourd'hui, vous seriez à l'extérieur de votre abri à 7 heures et vous seriez en train de rencontrer vos besoins de base, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture et de l'abri. Notre espèce, à cette époque, aurait eu très peu d'environnement sur l'environnement et vivrait en harmonie avec la nature. En fait, c'est l'environnement qui nous contrôlait. Et puis, il y a eu la découverte du feu. Cela a tout changé. On pouvait se garder au chaud, avoir un effet sur la lumière, cuisiner nos aliments. Et puis, avec le feu, on pouvait aussi se déplacer de façon sécuritaire, commencer à travailler la terre, l'agriculture, à survivre dans des climats plus difficiles. Et pour la première fois, on pouvait avoir un contrôle sur notre environnement. On pouvait travailler le sol, le transformer. Maintenant, si nous allons très rapidement à aujourd'hui, où l'activité humaine a un impact certain sur le climat et les écosystèmes, nous savons que nos systèmes d'énergie et leur domination ont changé beaucoup de choses. Autrement dit, on n'est plus en équilibre comme nous l'étions. Et c'est une question d'énergie qui a créé ce déséquilibre. Et cela, évidemment, fait en sorte que nous avons beaucoup de questions par rapport à la durabilité de notre avenir. Alors, l'histoire de l'énergie est directement liée à la réhabilitation des terres. Regardons maintenant à gauche de l'écran. Alors, avant la révolution industrielle, il y avait de l'énergie de l'eau, de l'énergie éolienne, solaire, et puis aussi, il y a eu la transformation de l'eau vers la vapeur qui a été justement des éléments déclencheurs pour la révolution industrielle. Pensez à cette période de révolution industrielle. Il y avait l'utilisation d'énergie dans les villes, les communautés rurales se réduisaient, les villes prenaient de l'expansion, la production a énormément changé, notamment des biens, les politiques ont changé, les gouvernements se sont transformés. Il y avait de nouveaux gagnants et perdants au niveau économique et surtout, les modes de vie et leurs attentes se sont transformés. Donc, l'environnement a été influencé comme jamais avant des émissions dans l'environnement, des infrastructures, des matières résiduelles et ainsi de suite. Maintenant, pendant le dernier siècle, on a beaucoup, on dépend de toutes sortes de combustibles à haute des hydrocarbures. Maintenant, il y a des changements, mais ce sont des changements qui sont lents. En fait, on n'a pas l'infrastructure ou la capacité pour sauter vers toutes les énergies renouvelables. Donc,
il faut en fait travailler avec les impacts sur l'environnement. Mais ce faisant, il faut aussi travailler donc vers des énergies renouvelables et leurs infrastructures et leur entreposage. Alors, pour assurer cette transition, il faut réfléchir aux impacts sociaux, de comprendre les barrières quant à l'adoption, par exemple, de ces technologies. Et comme vous le savez, à ce moment de l'histoire, ce qui est malheureux, c'est qu'on a actuellement des pertes au niveau des sols, de la rareté au niveau de l'eau, de la perte de diversité des espèces, des changements climatiques aussi. Et évidemment, nos choix ont fait en sorte que nous avons à faire face à beaucoup de compromis. Pensons par exemple à la production de la nourriture, tant pour les animaux, le bétail et les gens, l'humanité, mais on veut aussi euh, euh, mettre à profit toute l'énergie et les combustibles que nous avons. Et puis, on a besoin en ce sens de réhabiliter les terres. Et puis, on sait que cela implique des coûts et des compromis, étant donné justement cette réhabilitation des terres. Alors, regardons d'un peu plus près les perturbations qui ont été créées par nos systèmes d'énergie. Vous connaissez, par exemple, les sites que l'on voit à l'écran. Ce sont des perturbations connues, les pipelines, les puits, les mines, et on voit le changement drastique qu'ils ont sur la Terre. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur les sols, par exemple, des énergies renouvelables. Maintenant qu'elles soient solaires, éoliennes ou même des étangs d'algues, tels que vous voyez à l'écran, ont également un impact. Et puis, il y a des préoccupations majeures aussi à ces niveaux. Et n'oublions pas ce que j'ai dit il y a quelques minutes, il y a des mines qui sont abandonnées, des infrastructures qui sont abandonnées et ces terres sont très précieuses. On doit les réhabiliter. Alors, lorsqu'on pense à là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on a besoin de toutes les terres que nous avons et de réduire notre impact environnemental. Il y a toutes sortes de découvertes scientifiques au niveau de la science et ainsi de suite, de la santé et autres, mais si nous n'avons pas une planète en santé, ça crée des problèmes. Et c'est la réhabilitation des terres, entre autres, qui nous permettra de continuer tête haute vers l'avenir. Alors, quelques définitions, quelques termes. Les systèmes d'énergie, c'est relativement clair. Cela comprend tout ce qui est la génération d'énergie, le transport, la production et quel que soit le type ou la source, l'environnement sera impacté. Et bien sûr, un pipeline ou une mine de charbon aura un impact beaucoup plus grand qu'une petite production d'énergie solaire. Mais quelle que soit la source, il y aura toujours un impact et quel que soit le système d'énergie, cela vient avec une réhabilitation des terres. Alors, ça peut être au niveau du développement des terres, de l'opération, de l'exploitation et à la fin du cycle de vie du système d'énergie, il faut s'assurer que les terres n'ont pas été compromises et qu'elles seront utiles à la société. Donc, passons maintenant à la réhabilitation des terres à proprement parler. C'est ce qu'on fait pour faire le ménage, en fait. Après le passage des êtres humains, voire parfois d'éléments naturels. Alors, il faut que nous arrivions à des capacités équivalentes. Et la réhabilitation que nous avons en tête pour ce qui est de la terre originale s'appelle une réhabilitation
écologique ou une forme de restauration. Alors, pour ce qui est de cette pratique de réhabilitation, on parle de médiation, on parle de régulation, on parle de retour de l'eau, on parle de reconstruction, on parle de remplir les trous faits par les mines et de réaménager le paysage aussi. Alors, on remplace certains niveaux de sol, même on va les reconstruire et puis on va appeler cela les anthroposols. Et de plus, tout cela entre dans des systèmes de classification gouvernementaux et canadiens. Alors, on parle aussi de l'utilisation de matières résiduelles et la réhabilitation inclut donc une nouvelle végétation, c'est-à-dire de nouvelles plantes. Et peut-être que ça vous semble très simple, mais ce n'est certes pas simple. La terre réhabilitée doit être résiliente et continuer de manière écologique, de pouvoir résister au changement climatique et de pouvoir passer à travers les températures quotidiennes. Alors, certaines des décisions que nous avons à prendre, vous regardez ici le diagramme, il a été conçu en fonction de nos objectifs. Alors, regardons ce diagramme et pensons pré-perturbation et post-perturbation. Les axes reflètent la fonction de l'écosystème et sa structure, ou en fait, au niveau de la structure, à quoi ça ressemble. Les flèches rouges, c'est le processus de réhabilitation, le chemin du retour pré-perturbation. Les flèches bleues, maintenant, ce sont pour des utilisations semblables des sols. Et ça, c'est à droite. Et les flèches bleues à gauche, ce sont les changements, les états alternatifs. Par exemple, un site minier qui était un site naturel avant la mine et de le transformer possiblement en terre agricole. Les flèches vertes, c'est lorsqu'il n'y a aucune réhabilitation et dans ce cas, les choses peuvent s'améliorer naturellement ou peut-être s'empirer. Maintenant, si tout cela est bien fait, la réhabilitation peut avoir des résultats phénoménaux. Vous pouvez voir ici Heather à l'écran, qui est étudiante à la maîtrise et qui est sur un site de réhabilitation. Par contre, en haut, ça semble très beau, mais si la réhabilitation ne se fait pas de manière convenable, regardez, le résultat n'est pas tout à fait le même. Et bien sûr, ce n'est pas un de nos étudiants. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous parle des systèmes d'énergie à l'Université de l'Alberta qui sont vraiment aux premières places. Alors, on a reçu 75 millions de dollars du gouvernement du Canada et puis cela appuie plus de 100 projets de recherche et nous avons 4 aires de recherche. La première, c'est l'amélioration des environnements, des impacts environnementaux au niveau des hydrocarbures. Le deuxième, ce sont des impacts environnementaux de tous les systèmes d'énergie, notamment au niveau de la réhabilitation des terres et des captures carbone. La troisième aire de recherche, c'est la durabilité, les énergies solaires, éoliennes, géothermiques et ainsi de suite. Et notre dernière aire de recherche, ce sont les aires de transition avec les aspects des sciences sociales, économiques et ainsi de suite. Maintenant, notre signature à l'Université d'Alberta se retrouve ici et cela permet donc d'avoir un parapluie d'activités diverses
tant au niveau de la recherche que de l'interaction avec tous nos partenaires. Alors, on parle ici d'un cycle de vie complet, de l'extraction des matières, des transports, des utilisations adéquates, le recyclage et également de savoir en disposer. Alors, ce qui est merveilleux au niveau de ces programmes, c'est que cela regroupe une multitude de disciplines. On a des anthropologues qui travaillent avec des ingénieurs, des gens d'affaires qui travaillent avec des sociologues et ainsi de suite. Et bien sûr, on travaille avec les communautés autochtones, autres communautés, l'industrie et des organismes à but non lucratif, toujours dans le but de faire face à de véritables programmes. Alors, nous avons 600 membres de personnel, 150 étudiants, notamment au niveau d'études supérieures. Et puis, on voudrait avoir 1000 étudiants au complet qui permettra 40 000 années de travail sur les systèmes énergétiques à l'avenir. Alors, donc, les chevaliers de l'environnement. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais maintenant vous donner des exemples de quelques projets sur lesquels nous travaillons qui sont réellement critiques pour notre environnement et notre avenir. Alors, j'ai parlé d'empreinte finalement sur l'environnement. Et puis, une des manières d'avoir un effet sur cela, c'est de réduire en fait le poids et l'espace des systèmes de contrôle. Quand on pense par exemple à des turbines ou voyons, de ce qui se passe au niveau des vents éoliens, en fait, il y a des variations à tous les jours. Et puis, il faut avoir des systèmes de contrôle pour gérer cela. Maintenant, ces systèmes de contrôle coûtent beaucoup d'argent. Et ici, on a une équipe qui travaille au niveau des systèmes de contrôle. Et puis, au lieu que ce système de contrôle soit aussi gros qu'une voiture, il pourrait être contenu dans une mallette. Alors, ici, on parle de collaboration avec le gouvernement de l'Alberta et ce gouvernement va probablement mettre des technologies sur lesquelles nous travaillons sur le marché et cela aura un effet favorable sur le contrôle de l'énergie éolienne et solaire. Un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est l'utilisation de matières résiduelles d'un système que nous utilisons pour aller vers des énergies renouvelables. Alors, on parle ici de récupérateurs de vanadium et puis pensez par exemple à des bassins qui récupèrent l'énergie. On peut alors l'entreposer et quand on a besoin de cette énergie, on peut aller dans le bassin pour la récupérer. Autrement dit, si on a une petite turbine, on pourrait avoir un tout petit bassin. Si on a une très grande ferme éolienne, notre bassin aura grandeur de piscine olympique. Alors actuellement, on fait des projets pour travailler au niveau donc d'espace et d'accumulateurs d'énergie. Regardons maintenant projet sur des bactéries. Alors, Catherine, ici, a fait du génie de la bio-ingénierie au niveau des bactéries. Et comme nous le savons, la conversion des biomasses et des biocombustibles utilise du méthane et ce méthane peut être transformé par le biais de bactéries à de nouveaux combustibles comme l'éthanol, l'isoprane et l'implantation de ce processus implique une bonne compréhension de la physiologie de ces bactéries.
Vous voyez ici à droite ces bactéries avec lesquelles on travaille. Essentiellement, elles doivent être transformées pour devenir productives en fonction de réhabilitation. Ensuite, nous voyons Gloria qui travaille également sur les bactérias. Et quand, par exemple, nous travaillons au niveau des sables bitumineux, le travail avec les bactéries permet un travail direct sur les matières résiduelles parce que nous savons à quel point les matières résiduelles peuvent être problématiques. Et ici, ce que Gloria fait avec les bactéries, c'est de travailler à la dégradation des hydrocarbures qui sont produits. Un autre exemple maintenant, la réhabilitation des sols peut coûter très cher. Cela étant dit, quand on modifie la propriété de certains produits, on peut travailler sur les contaminants dans les sols, dans l'eau, dans les terres, et puis on peut avoir un effet direct sur la captation des carbones. Alors, en fait, les contaminants que nous avons enlevés peuvent être réutilisés d'une autre manière. Alors, autrement dit, au lieu d'enfouir des contaminants, on trouve une manière de les transformer pour les réutiliser favorablement. Alors, maintenant, pensons entre autres au site d'enfouissement. Et puis, nous avons deux autres étudiants qui utilisent des plumes de poulet pour pallier à certains de ces problèmes, de ces enfouissements. En fait, il s'agit de créer des biopolymères qui absorbent des particules telles que les métaux lourds. Et cela permet de clarifier et de rendre l'eau plus claire, plus saine. On travaille aussi avec des résidus de goudron, des résidus de bois, et ce sont des projets donc qui permettent la transformation, la réhabilitation. Et donc, nous regardons aussi des sites qui étaient précédemment des mines pour justement réhabiliter ces terres. Pour ce qui est maintenant des matières résiduelles, nous savons que le Canada est un des plus grands producteurs de matières résiduelles, de déchets, qui proviennent en fait au Canada beaucoup au niveau de l'agriculture. Maintenant, que diriez-vous si nous pouvions prendre toutes ces manières résiduelles qui sont entre autres notamment enfouies, mais les réutiliser pour générer toutes sortes de choses positives, par exemple du compost pour nos terres et, par exemple, remplir de nouveau les trous dans les mines. Et puis, évidemment, ce qui est relié à tout ça, ce sont le coût des transports de ces matières transformées. Alors, on pense par exemple au drywall qui est produit au Canada, les cloisons. Et puis, ce qu'on voit, c'est que le compostage, par exemple, à cet effet, ça peut contribuer à servir d'engrais pour de nouvelles plantes, donc la fabrication de matière de compost. Alors, laissez-moi maintenant vous parler des débris et des microsites. Il y a des choses qui paraissent très simples. Par exemple, d'utiliser des sols forestiers, des débris de bois et autres pour travailler l'érosion des sols, pour ajouter des nutriments et ainsi de suite. Donc, on sait en fait qu'il y a certaines terres qui doivent se renouveler à la lumière et d'autres avec moins de lumière. Puis ce que vous voyez à gauche dans la diapositive, ça reflète les conditions que je décris. Donc, en fait, il y a
des espèces que nous pouvons mettre à profit qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché. Par exemple, on sait qu'on avait besoin de graines particulières pour réhabiliter des sols sur lesquels on ne pouvait pas nécessairement mettre la main, mais nos projets nous permettent de le faire. Et si nous regardons cette diapo ici, on a 10 centimètres ici de travail sur la réhabilitation du sol et avec le temps, on peut favoriser grandement à partir de débris naturels et de microsites, la réhabilitation du sol à proprement parler. Et ce qui est arrivé à partir de ce travail, c'est des recommandations à l'industrie et plusieurs autres producteurs de perturbations, pour ainsi dire, pour améliorer plusieurs pratiques. Ici, Katrina et Bob ont travaillé au niveau de la diversité du sol à partir de peu d'éléments et voyons ici sur la diapo ce qui se produit. C'était en fait une terre utilisée pour les sols bitumineux, mais on a replanté le sol et voyez ce qui en ressort. Alors, en fait, naturellement parlant, ce n'était pas simple à faire, mais nous savons aujourd'hui qu'avec les apports de la science, qu'on peut promouvoir beaucoup plus rapidement une réhabilitation des terres en fonction de replanter certaines choses. Alors, on sait aussi que ça prend des milliers d'années pour qu'un sol puisse se refaire à raison d'1 centimètre de couche. Et puis donc, ça prend aussi toutes sortes de matières naturelles qui sont actuellement enfouies. Alors, dans notre programme, ce qu'on découvre, c'est qu'on peut transformer les matières résiduelles pour favoriser beaucoup plus rapidement la refonte du sol. Et puis, en 2015, on a beaucoup parlé de ce qui pouvait se faire et puis nous continuons dans cette lancée. On pourrait parler longuement de ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors, par exemple, des champs de biodiversité, la réhabilitation des combustibles bio, des écosystèmes, les économies circulaires, l'empreinte diminuée. Je ne peux pas parler de tout, en fait, aujourd'hui. Cela dit, j'en ai apporté quelques-uns à votre attention. On veut aussi permettre aux êtres humains de bien comprendre les transitions d'un système d'énergie à un autre et qu'il y a des barrières parfois à ces adoptions. Donc, il y a tout un travail d'éducation aussi à faire pour que des choix durables soient faits dans le quotidien et à une échelle beaucoup plus large. Rappelons aussi tout ce que peuvent nous enseigner les communautés autochtones qui ont cohabité de manière responsable sur nos terres. Alors, c'est très important pour moi aussi de voir que 2021 à 2030 a été déclaré par les Nations unies la décennie de la réhabilitation des écosystèmes. Et tout ce que nous pouvons faire pour améliorer la longévité et la qualité de la vie sur Terre est fondamental, évidemment, à notre avenir en tant qu'être humain. Alors, pour conclure, quelques messages. J'ai vraiment essayé de réduire tout cela à 3 ou 4 messages, mais j'avais beaucoup de difficultés à le faire. Je suis franche avec vous. Alors, voici ce avec quoi je vous laisse et ce à quoi nous avons besoin de réfléchir. Tous les systèmes d'énergie auront un impact sur l'environnement.
Même si nous avons des énergies durables, ça ne veut pas dire zéro impact sur l'environnement. Et la réhabilitation des terres, telle que je voulais le montrer, est critique dans ce processus. On peut améliorer on peut améliorer le traitement des hydrocarbures. Nous avons de nouvelles technologies en ce sens et c'est un travail important pour nous d'ici à l'avenir. On a également commencé à implanter des systèmes d'énergie à large échelle avec des facilitateurs critiques. En ce sens, on a aussi également besoin d'établir des partenariats afin de construire ces nouveaux systèmes. On a aussi besoin de soutien au niveau de l'innovation. Par exemple, comme on avait besoin d'un vaccin COVID, tout le monde à travers la planète a travaillé ensemble et on est arrivé à des résultats remarquables à un court laps de temps. Alors, ainsi va pour la réhabilitation des terres. Maintenant, les changements auront des effets, c'est certain, et cela arrivera beaucoup plus vite que nous ne le pensons. Nous les avons déjà, ces changements, nous les voyons et ils n'iront qu'en augmentant si nous ne sommes pas vigilants. Maintenant, ici, au Canada, nous avons une expertise extraordinaire au niveau de l'énergie. Nous sommes parmi les 3 premiers, sinon les 10 premiers au niveau des impacts scientifiques énergétiques. Et puis finalement, nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit régional, municipal, national ou international. Et pensons donc à un réseautage d'individus au niveau du gouvernement, au niveau de la science, au niveau des communautés. Alors, je termine en disant qu'il est temps maintenant d'agir. Je vous remercie. Vous voudrez bien me pardonner. Alors, j'aimerais maintenant inviter Bruce Stanton, vice-président de la Chambre, président des comités pléniers et député de longue date de Simcoe Nord, à offrir nos remerciements à Anne, notre présentatrice. Désolée, j'ai de la difficulté avec la technologie, mais je pense que vous m'entendez si vous ne me voyez pas. Ah, me voilà. Merveilleux. Alors, bon après-midi, sénateurs, membres et invités. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et donc pour être hôte, voilà. Monsieur parle en français. Remarquable a été rendu possible par l'appui des parrains et des commanditaires qui étaient affichés sur vos écrans plus tôt. Aussi, je donne mes compliments à vous, l'auditoire, pour votre participation aujourd'hui et vos questions intéressantes. I'm sure you'll agree with me that... Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi que la présentation aujourd'hui était pertinente, emplie d'informations quant aux décisions difficiles que des gens au niveau du gouvernement ont à faire. Et on en parle bien sûr à différents niveaux du gouvernement. On met en lumière l'importance de la science et de la recherche pour faire de bonnes décisions pour le bien des Canadiens. Je remercie de nouveau notre invité pour sa présentation, pour ses réponses aux questions et pour tout ce qu'elle fait pour l'environnement. Ça a été formidable de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre prochaine rencontre aura lieu le 22 avril avec le professeur Alexandre Blais de l'Université de Sherbrooke. C'est une des sommités mondiales de l'informatique quantique. Il passera en revue les derniers progrès réalisés pour débloquer l'énorme puissance des qubits. C'est un orateur passionnant. Si les qubits sont un mystère, ils ne le seront plus.
Alors, comme vous le savez, nous travaillons avec l'Université d'Ottawa pour ce qui est du comité de sélection et j'aimerais remercier Emma Brown qui a fait toute la logistique de l'événement. Enfin, au moment où le Zoom se termine, prenez un moment pour remplir le court questionnaire qui s'affichera et faites passer le mot sur ces événements. Vous pouvez enfin rester en contact avec nous